Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode du Talk Le Figaro. Je suis avec Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat. On va parler un petit peu du Sénat, mais d'abord j'aimerais vous entendre sur les 6 premiers mois d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez qu'il réussit son pari, qu'il est un bon président de la République ? Au bout de 6 mois, on ne peut pas totalement avoir une vision globale des choses. Il fait une politique qui n'est pas surprenante. Il fait ce qu'il a dit pendant la campagne électorale. Il tient ses promesses. Et globalement, je pense qu'il déroule son programme. À l'échelle internationale, au niveau européen, je crois qu'il va bien, il est nickel. Sur l'Europe, il essaye de se bagarrer un peu seul, parfois un peu avec la chancelière allemande. C'est difficile. Mais au niveau international, je pense que la France est là, comme elle l'était avant, elle est forte. Au niveau national, c'est dur de réformer, c'est dur d'avancer. Je disais encore ce matin dans votre journal qu'il disait « nous allons continuer les réformes ». Qu'ils les continuent sur leur programme. Par contre, ce que nous constatons, c'est qu'autant des mesures, me semble-t-il, vont dans le sens du rassemblement, dans le sens de la justice sociale, comme l'augmentation du pouvoir d'achat qui va avoir lieu, la baisse des charges, l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, tout cela va dans le bon sens. La suppression de la taxe d'habitation pour les Françaises et les Français qui vont être concernés, ça va être une grosse augmentation de pouvoir d'achat. Vous êtes un des seuls, d'ailleurs, au PS, à soutenir cette mesure sur la taxe d'habitation. Non, je ne crois pas. Qui fait débat. Non, ce qui fait débat, ce n'est pas la suppression de la taxe d'habitation, c'est les conséquences sur les collectivités locales. Moi, je n'ai pas de langue de bois, j'appelle un chat un chat. La taxe d'habitation est un impôt injuste dans toutes les communes de France. Nous n'avons pas eu le courage, ni la droite ni la gauche, depuis 40 ans, de réformer les bases, ce qui fait que 2 communes limitrophes, dans une, on peut payer très cher, dans l'autre, pas beaucoup. Les communes riches ne font pas payer d'impôts, les communes pauvres font payer. C'est détestable. Au bout du compte, le choix d'Emmanuel Macron, il a été élu notamment là-dessus, c'est la suppression de la taxe d'habitation, donc augmentation de pouvoir d'achat pour les gens, j'y suis favorable. Par contre, moi, je mets des conditions à cette suppression. La première condition, c'est que les communes ne soient pas pénalisées par cette suppression. Les communes font déjà beaucoup d'efforts. Emmanuel Macron leur demande trop d'efforts. Les élus sont en colère, d'ailleurs. Les élus sont en colère parce qu'il leur est demandé trop d'efforts après les efforts de François Hollande, de nouveaux efforts demandés par Macron. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais surtout, il faut qu'elles récupèrent l'ensemble de ce que leur rapportait la taxe d'habitation. Et puis, la deuxième condition, c'est que cette taxe d'habitation, sa suppression, soit généralisée. Pourquoi laisser 20% sous ces conditions, entre guillemets, si les communes s'y retrouvent, pourquoi pas, et ça va dans le bon sens. Par contre, lorsque le gouvernement décide, but en blanc, de baisser de 5 € les APL, même si je crois avoir compris que ça allait bouger, ce n'est pas un bon signal à donner aux étudiants, à donner aux personnes en difficulté. Quand ils suppriment les contrats aidés, la brutalité avec laquelle ça a été fait, je trouve ça dommage. Donc voilà, moi je regarde le bilan de ces 6 mois. Macron est dans sa ligne de conduite sur laquelle il a été élu. Il y a des mesures que je trouve bien, je le dis. Il y a des mesures que je ne trouve pas bien, je le dis. Moi, ma posture, elle est simple. Elle n'est pas dogmatique. Je suis un pragmatique, pas un dogmatique. Ce qui est bien, ce qui me semble bien, de mon point de vue, je le dis. Ce qui ne me semble pas bien, je le dis aussi. Est-ce que c'est le président des riches, Emmanuel Macron ? Je ne crois pas. Simplement, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, fait qu'il s'est collé cette étiquette-là. Je pense que Emmanuel Macron, lorsqu'il met en place une politique de la ville qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celle que nous avions précédemment, lorsque je vous dis il va permettre l'augmentation de pouvoir d'achat à beaucoup de nos concitoyens, ce n'est pas le président des riches, mais il a pris des mesures qui étaient des mesures injustes. C'est pour ça que ce bilan, il faut attendre un peu, je pense, pour une vision définitive. Alors nous sommes le 16 novembre 2017. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 16 novembre 2016 ? Le 16 novembre, je ne sais pas, mais il y a 1 an à peu près, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Entre le 16 novembre 2016 et le 2 décembre ou le 1er décembre 2016, il s'est passé un bouleversement de la vie politique et notamment à gauche. Entre la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron et le renoncement de François Hollande. Comment vous avez vécu cette période, vous, en tant que sénateur socialiste ? Et à l'époque, vous étiez un soutien de François Hollande. Oui, bien sûr. Je l'ai vécu très mal. Très mal parce qu'il s'est effondré beaucoup de choses. Non pas que je voulais m'accrocher à tout ce qui se passait,
Mais le fait qu'un ministre de François Hollande, qui avait été secrétaire général adjoint de l'Élysée, décide de démissionner du gouvernement pour aller présenter sa candidature, ça a fait un choc à tous ceux qui regardaient la vie politique. On a vu ce qui s'est passé après. Il a été élu en éclatant tous les partis politiques. Si, on croyait qu'il allait jusqu'au bout en novembre. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment les choses arriveraient, puisque, rappelons-nous, cette période-là, c'était avant la primaire de la droite. François Fillon gagne la primaire de la droite, et c'était une élection imperdable pour la droite. Il n'y aurait pas eu les affaires liées à François Fillon. François Fillon aurait pu être président de la République. Il a quand même fait un gros score malgré tout cela. Donc, ça a été un choc, le départ d'Emmanuel Macron, suivi de de quelques socialistes, de nombreux socialistes. Puis il y a eu un engouement populaire. Et puis, 15 jours après ou 3 semaines après, le président de la République, François Hollande, qui annonce de façon martiale à la télévision qu'il n'est pas candidat. Figurez-vous que ça fait un choc. À quel moment il vous l'a dit qu'il ne se représenterait pas? Quand je l'ai entendu à la télé. Vous l'avez appris en direct? Ah oui, je l'ai appris en direct. Vous vous souvenez de ce moment? Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me souviens terriblement de ce moment, parce que quand on apprend quelques heures avant, 2 heures avant, je crois qu'il allait intervenir, on se doutait bien que c'était pour annoncer des choses un peu fortes. C'était à l'Élysée, il n'allait pas annoncer qu'il se présentait sa candidature de l'Élysée. Donc on se doutait bien que ça pouvait être ça. Ça se murmurait depuis quelque temps, mais je n'étais pas informé, je n'étais pas dans la confidence. Vous lui avez adressé un mot ensuite? Immédiatement, oui, je lui ai envoyé un SMS, puis nous nous sommes parlé assez vite, oui. Et vous le voyez encore, François Hollande? Oui, régulièrement, parce que ça a été le chef de l'État, parce que c'est un ami, et j'essaie de le voir régulièrement, tous les mois et demi, tous les 2 mois, bien sûr. Oui. Vous allez à son bureau rue de Rivoli? Oui, moi je parle avec tous, parce que mon rôle, c'est de parler avec tous. Il ne faut pas de sectarisme, ni d'un côté, ni de l'autre. Il m'arrive de parler avec des ministres du gouvernement actuel, parce que lesquels, par exemple? Ce sont des amis. Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, Christophe Castaner, ils étaient avec nous il y a encore pas longtemps. Ça a été des compagnons de route. Ils ont fait un choix différent, un choix qui n'est pas le mien, mais je ne les considère pas aujourd'hui comme des adversaires. Nous avons été amis, nous continuons à être amis, nous ne partageons pas un certain nombre de choses, mais il n'empêche que nous devons parler. Dans un monde en guerre, dans un monde qui a de grandes difficultés, si entre nous, nous ne pouvons pas nous parler pour des raisons de sectarisme, alors je crois que nous serions très mal. On va parler un petit peu de votre groupe socialiste au Sénat. Alors, contrairement à l'Assemblée nationale, les sénateurs socialistes ont bien résisté lors des dernières élections. Vous avez encore un groupe conséquent qui est le deuxième plus important au Sénat. Mais comment ça se passe au sein du groupe entre les nouveaux entrants qui parfois se sont fait élire dans une campagne, en faisant campagne contre Emmanuel Macron, et vous-même qui avez une opposition plutôt bienveillante, ou même un soutien bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron? Non, nous sommes 78, ce qui fait que c'est un gros groupe. C'est le premier groupe parlementaire socialiste de notre pays. Il y a une différence entre les sénateurs qui n'étaient pas renouvelables et ceux qui ont été renouvelables. Parce qu'ils ont été dans une confrontation avec les candidats de la République En Marche dans la plupart des endroits, et cette confrontation a été dure. En plus, dans une campagne où il y a eu, nous l'évoquions à l'instant, notamment la suppression des contrats aidés et l'APL. C'est ce qui explique que le groupe La République En Marche au Sénat s'est totalement menuisé, a fondu à vue d'œil, et on s'en doutait, et que notre groupe a plutôt bien résisté. Nous avons perdu, mais nous avons bien résisté à 78. Nous, la position que le groupe socialiste a prise au Sénat, c'est nous ne sommes pas dans l'opposition à Emmanuel Macron, nous ne sommes pas dans l'opposition frontale, mais nous n'adhérons pas à la majorité présidentielle. Nous sommes en fonction des mesures qui sont prises. Et je pense que la force des socialistes, ça doit être celle-là. Il me semble qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il y a un espace politique dans lequel le Parti socialiste, lors de son congrès, doit s'engouffrer. Cet espace politique, c'est un espace social-démocrate, réformiste. Nous voulons gérer le pays, nous l'avons géré, et il faut accepter des réformes. Si c'est pour faire tout comme avant, alors on n'a rien compris. Et vous pensez vraiment que cette position, donc ni opposition ni soutien, est vraiment audible pour les Français ? Ah, je pense qu'elle est audible, oui, puisque les Français ont voté pour Emmanuel Macron. Le dernier sondage sur Macron montre que les électeurs de gauche, les électeurs socialistes, ne se sont pas échappés encore, ils sont toujours là. Ils gagnent sur la droite, forcément, avec les mesures qu'il a prises, mais les électeurs de gauche continuent à lui faire confiance. Notre position des socialistes, me semble-t-il, dans notre prochain congrès, c'est pas de dire nous allons nous positionner face à Mélenchon ou face à Macron, mais voilà ce que nous proposons au pays. Donc, un parti social-démocrate, réformiste, quelqu'un qui
qui a gouverné, qui peut aspirer à gouverner encore, un parti politique qui doit être républicain et laïque. La laïcité, elle ne se discute pas, la lutte contre tous les communautarismes. Et puis un parti pro-européen, europhile, c'est indispensable. Et je pense que si nous arrivions sur cette base au Congrès, nous aurions un espace politique pour exister. Si nous sommes dans une opposition frontale systématique à Macron, ça ne fonctionnera pas. Et comme nous ne sommes pas En Marche, nous ne sommes pas là pour dire oui à tout. Mais du coup, quelle est la différence avec En Marche sur le positionnement politique ? Parce que nous sommes le Parti socialiste, nous ne sommes pas adhérents En Marche. Nous ne sommes pas là pour accepter tout ce qui peut venir du gouvernement. Nous devons voir en fonction de notre identité propre et de ce que nous voulons construire demain. Le Parti socialiste est dans une crise comme tous les partis politiques. Et vraisemblablement, la République En Marche aura des difficultés de fonctionnement parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens voient les partis politiques, malheureusement, de façon négative, même si les dirigeants politiques ont parfois des torts là-dessus. Donc nous avons besoin de reconstruire cela. Nous avons fait 6% de l'élection présidentielle, une défaite historique. Nous sommes lessivés. Et aujourd'hui, nous essayons de maintenir avec les élus locaux des militants, des sympathisants qui croient encore en nous. Mais ces militants et ces sympathisants, dont beaucoup sont partis dès le premier tour pour voter Macron à la présidentielle, si nous voulons faire en sorte qu'ils reviennent vers nous, ce n'est pas en disant haro sur Mélenchon ou haro sur Macron. Que voulons-nous proposer ? Quelle cohérence politique, économique et sociale nous voulons proposer ? Pour cela, il va vous falloir un chef. Il y a 2 jours, François Rebsamen était à votre même place. Il vous a cité parmi les personnalités qui pouvaient avoir des responsabilités pour l'avenir du Parti socialiste. Est-ce que ça vous intéresse ? Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse au Congrès et au Parti socialiste. Je pense que ce n'est plus à ma génération de prendre les responsabilités. Quand je dis ma génération, j'ai 58 ans, je ne suis pas encore trop vieux. Mais je pense que c'est une nouvelle génération de prendre la suite pour reconstruire. Non pas parce que les 30A ou les quadras seraient mieux que les quinquas ou les autres, mais tout simplement parce qu'il va falloir moderniser tout cela. Ça prendra du temps et je pense que cette nouvelle génération... Il n'y a pas de nom aujourd'hui qui sortent du chapeau, sans ça, ils seraient déjà là. Vous n'avez même pas une petite idée Mais ils sont plusieurs, mais je ne veux pas citer un nom là, parce que quand on met un nom en pâture, immédiatement, il se fait tirer. Et d'autres, et il peut compter pour la suite, Olivier Faure, et d'autres, un homme, une femme, peu importe. Mais il faut une nouvelle génération, mais surtout, il faut clarifier la ligne, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un chef. Aujourd'hui, le Parti socialiste n'a pas de chef, ou il en a 28. Donc, nous avons du mal à nous exprimer. Mais il faut un chef qui incarne, qu'on en soit d'accord ou pas. Moi, je demande qu'il y ait un premier secrétaire ou une première secrétaire qui soit invité dans les débats, sur les plateaux télé, qui puisse parler face à Laurent Wauquiez, parce qu'on oublie la droite. Mais la droite de Laurent Wauquiez, ça va être une droite très dure. Et il ne faudrait pas oublier cela. Le combat pour la République, il est fort. Et donc, il faudra incarné. Et puis il faudra savoir sur quelle ligne, c'est tout l'enjeu de notre congrès. Merci beaucoup Didier Guillaume. Merci. On passe maintenant à vos questions avec Valentin Pilate. Bonjour Valentin. Bonjour Mathilde, bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Nous avons une première question d'Alexandre sur Facebook. Pensez-vous, comme Manuel Valls, que le socialisme est une notion dépassée aujourd'hui ? Le socialisme n'est pas une notion dépassée. Je pense que tous les partis politiques aujourd'hui sont dépassés, que lorsque l'on a fait 6% à l'élection présidentielle, le Parti socialiste d'Épinay, celui qui a été construit par François Mitterrand après la défaite de 1969, celui-ci, il est dépassé aujourd'hui dans son fonctionnement, dans son organisation. Et il faut le renouveler, le régénérer. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit en changeant de nom ou en changeant de siège que l'on va rénover les choses. Ça, c'est de la cosmétique. C'est en regardant la ligne et sur quel corpus idéologique, quelle ligne stratégique, quelle ligne de coalition à gauche. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste d'Épinay doit se dépasser et doit se reconstruire sur une base moderne. Au moment des réseaux sociaux, au moment d'Internet, on ne peut pas continuer comme François Mitterrand l'avait créé en 1971. Une question de Muriel, toujours sur Facebook, qui regrette la suppression des emplois aidés. Qu'en pensez-vous ? Je regrette aussi la suppression des emplois aidés, même si le gouvernement est en train, me semble-t-il, de bouger un peu et d'en laisser. Je peux comprendre la réflexion intellectuelle de dire les contrats aidés ne sont pas des contrats pérennes et ce n'est pas des contrats qui débouchent sur des emplois pérennes derrière, vraisemblablement. Mais la façon brutale dont le gouvernement les a supprimés, c'est une erreur. Une erreur dans nos écoles pour les enfants en difficulté, une erreur dans les associations caritatives, une erreur pour la Banque populaire, les restaurants du cœur. Je pense que ces emplois ont une utilité. Ce ne sont pas
pas des emplois pérennes au niveau économique, mais ce sont des emplois de justice sociale. Il faut toujours se dire que derrière ces emplois, il y a des femmes et des hommes qui étaient en difficulté et qui peuvent retrouver goût à la vie, goût au travail grâce à ces emplois aidés. Nous avons Bernadette qui regrette que elle, les petits retraités, croulent et soient submergés sous les impôts. Avez-vous peut-être justement une suggestion, une idée pour résoudre ce problème aujourd'hui? Je crois que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai dans le quinquennat précédent. Ce n'est pas vrai. Les petits retraités ne croulent pas sous les impôts. Pourquoi Par contre, il y a un problème. Il y a un problème de petites retraites et l'augmentation du minimum vieillesse qui est annoncée dans le budget, moi, me va bien. Simplement, le Sénat hier a voté une mesure qui accepte l'augmentation de la CSG, qui était prévue dans le projet de budget, mais qui supprime l'augmentation de la CSG pour les retraités, pour les petits retraités. Et ça, c'est une mesure de justice sociale. Je vous ai l'évoqué tout à l'heure. Oui à l'augmentation de la CSG, les socialistes ont toujours été pour. Donc on ne va pas être contre aujourd'hui parce que ce n'est pas nous qui la mettons en place. Mais la mesure d'augmentation de la CSG qui ne touche que les petits retraités n'est pas une mesure de justice sociale. C'est pour ça que le Sénat l'a supprimée. Alors aujourd'hui, il y a une centaine de manifestations programmées contre les ordonnances sur les réseaux. Ça fait beaucoup de bruit. Donc on retrouve beaucoup de commentaires comme « ça suffit, il y en a marre des manifestations » ou « laissons Emmanuel Macron faire ce qu'il a à faire ». Autrement dit, est-ce qu'il faut tout simplement laisser Emmanuel Macron son quinquennat et juger par la suite? Non, mais je dirais ni l'un ni l'autre. La manifestation est un droit constitutionnel, qu'il y ait des manifestations, très bien, c'est la vie. Heureusement que dans ce pays, on peut encore manifester. Maintenant, les ordonnances ont été annoncées pendant la campagne présidentielle, ont été votées au Parlement. Ben, on va voir ce qu'elles vont donner. Il peut y avoir toujours le mouvement social est là pour faire entendre sa voix, même s'il est très divisé. Et nous verrons demain ce qu'il en est. Moi, je suis un responsable politique. Je ne suis ni un commentateur, parce que je suis un acteur, ni un acteur social, parce qu'il faut laisser faire cela aux syndicats. Donc maintenant, on va voir si la réforme du travail, telle qu'elle a été prônée et votée par la démocratie française, par l'Assemblée nationale, porte ses fruits ou pas, et nous jugerons au cas par cas. Un mot peut-être sur la COP23. Rémi s'interroge sur Twitter. Il aimerait savoir si, selon vous, le couple franco-allemand peut être moteur d'une nouvelle transition écologique en Europe. Le couple franco-allemand a du mal à être moteur d'une nouvelle transition écologique en Europe. Que sur la transition écologique ou peut-être sur d'autres domaines? Non, sur d'autres domaines, mais ça nous amènerait trop loin. Je pense vraiment que la refondation de l'Europe que nous voulons, nous les socialistes, que prône Emmanuel Macron, est indispensable. L'Europe d'aujourd'hui ne va pas. Depuis le référendum de 2005, l'Europe va à huée à dia, à volo et fonctionne assez mal. François Hollande a essayé d'avancer, ça n'a pas été simple. Ce que fait Donald Trump... Il a échoué, François Hollande, sur le plan européen? Non, il n'a pas échoué, il y a eu beaucoup d'avancées, mais nous n'avons pas pu aller assez loin tel qu'il aurait voulu, parce que ça coince beaucoup avec les règles européennes et démocratiques. Ce que fait Donald Trump sur la COP... suite à la COP 21, est vraiment quelque chose d'atroce. C'est inacceptable. Et donc il faut aller plus loin parce que le réchauffement climatique est quelque chose qui nous touche toutes et tous. Donc ce qu'essayent de dire les chefs d'État et de gouvernement à Bonn pour la COP 23, c'est relançons le processus. Et en ce sens, Angela Merkel, la chancelière, et Emmanuel Macron, le président français, sont là pour pousser les choses, même s'ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Je rappelle que les Allemands ont fait le choix de supprimer le nucléaire en réouvrant les centrales à charbon et en réouvrant les centrales à lignite, ce qui fait qu'ils se remettent à polluer. Donc il faut être cohérent dans cette affaire. Je terminerai avec ce sujet qui est très commenté aujourd'hui sur Twitter, c'est la vente de ce tableau à New York aux enchères de Léonard de Vinci. Vous en avez entendu parler? Oui, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, une vente à 450 millions de dollars. Donc voilà, ça fait beaucoup de bruit sur Twitter. Peut-être que vous avez un mot à ce sujet. Les internautes s'indignent du prix, en fait. C'est ça qui remonte sur Twitter. Mais si j'ai bien compris, il était estimé à 100 et il est vendu à 400. Je vous dis, c'est un truc de dingue, mais ça dépasse l'entendement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et quand on regarde cela, les Françaises et les Français qui souffrent, qui sont en difficulté, doivent se dire « mais ce monde est injuste ». Comme disait la chanson, est-ce que ce monde est sérieux? Mais ce monde est injuste. Parce que des milliardaires, je suppose que c'est ça, ou des fonds de pension, qui peuvent se payer un tableau à ce prix-là, vous vous rendez compte ce que ça ferait comme repas pour les SDF, ce que ça ferait comme construction de logements sociaux, ce que ça ferait, je ne vais pas tomber dans le pathos et le populisme, mais je pense que quand j'ai entendu ça ce matin, j'ai eu un haut le cœur, en disant, tant mieux s'il y a cette économie, mais enfin franchement, quoi. Merci beaucoup Didier Guillaume pour ces réponses. Merci beaucoup. Merci on se retrouve demain pour une nouvelle émission du Talk.